Tout d'abord, le plan climat de Paris, dossier DTEC 1, non, DTEC 1, oui, DTEC 1, et le second qui va porter sur le plan local d'urbanisme bioclimatique et qui est le DU 142. Je vais introduire dans un même discours, dans un même propos, les deux plans stratégiques très importants que nous avons à étudier ce matin. Je veux remercier bien sûr les adjoints ici présents qui ont travaillé d'arrache-pied, cher Dan Lert, cher Lamia Elarage, et tous ceux qui autour se sont évidemment impliqués, et notamment bien sûr l'administration. Je pense que Stéphane Leclerc doit être là ou nous écouter là où il est, et ce plan local d'urbanisme bioclimatique lui doit beaucoup, à vous aussi, chère Marie Villette, et Monsieur Grégoire, bien sûr, qui a travaillé. C'est bien que vous soyez son principal soutien, ça me rassure. Alors, mes chers collègues, Paris pourrait atteindre 50 degrés d'ici 2050. 2024 est en passe de devenir l'année la plus chaude jamais enregistrée dans le monde, et nous venons de franchir le seuil fatidique des 1,5 degrés Celsius de réchauffement, comme l'a annoncé l'Observatoire météorologique international, ce qui bien sûr est une très mauvaise nouvelle. Face à cette urgence climatique, nous devons résister car les vents contraires sont forts. Alors que nous ne serons pas et que nous boycottons la COP29 à Bakou, parce que cette COP se tient dans un État qui ne respecte pas les droits humains, un État qui a envahi le Haut-Karabakh et qui est à l'origine d'une épuration ethnique de plus de 120 000 personnes, et que c'est une dictature qui poursuit ses opposants, qui les enferme, et même qui va jusqu'à monter des commandos pour assassiner les réfugiés et ses ressortissants réfugiés dans d'autres pays comme la France. Pour toutes ces raisons, nous n'y sommes pas, et nous préparons bien sûr avec détermination la COP de Belém au Brésil en 2025, qui marquera les 10 ans de la COP de Paris. Et d'ailleurs, je me suis rendue au Brésil avant ce Conseil de Paris pour travailler avec les différents réseaux de maires et toutes les initiatives, notamment conduites par l'ONU et par le président Lula, pour pouvoir préparer cette COP de 2025 qui sera déterminante. Au niveau national, nous constatons que l'État se désengage progressivement des enjeux environnementaux, avec notamment un PLF 2025, dont le projet, puisqu'il est loin d'être voté encore aujourd'hui, freine brutalement la transition écologique dans les territoires. Mais à Paris, nous poursuivons notre trajectoire. D'ailleurs, selon une étude de l'OFCE que j'ai commandée, et OFCE avec qui nous travaillons, près de 2 milliards d'euros devront être investis à Paris d'ici 2050 pour atteindre nos objectifs climatiques. Il s'agit de l'investissement global du territoire, dans lequel se situe évidemment l'investissement de la ville, mais c'est un chiffre et un montant extrêmement important. Donc, je vous le dis, Paris continuera à prendre sa part dans la lutte contre le réchauffement climatique. Nous sommes au rendez-vous de l'histoire. Le document d'orientation budgétaire qui a été débattu hier et nos investissements massifs présentés y contribuent pleinement. Je rappelle 1,7 milliard d'investissements qui sont pour la grande majorité de ces 1,7 milliard dédiés à la question de la transition climatique et au logement social qui fait partie de cet enjeu climatique. Le plan climat et le plan local d'urbanisme bioclimatique seront des piliers de notre action. Deux leviers très puissants pour faire de Paris une ville toujours plus résiliente, solidaire, durable et engagée dans ces défis qui sont majeurs si nous voulons garantir la vie dans notre ville, la vie humaine dans notre ville, dans des conditions qui soient des conditions acceptables. Vous le savez, ces plans
alors à l'état de projet ont déjà été adoptés en fait il y a 1 an. Nous avons déjà eu dans la procédure cette discussion il y a 1 an. Il y a eu ensuite, et j'y reviendrai, l'enquête publique, notamment sur le PLU. Et notre objectif aujourd'hui est bien sûr d'entériner ce travail. Depuis 10 ans, nous travaillons pour faire de Paris une ville plus verte, plus inclusive, plus résistante aux crises, et des crises nous en avons eu, une ville qui conjugue respect de l'environnement et bien-être de ses habitants. Cet engagement s'est concrétisé d'ores et déjà par des actions très visibles. Alors que le trafic routier a diminué de près de 40%, que les émissions de gaz à effet de serre ont diminué de 36%, nous avons aussi atteint les 1400 km de pistes cyclables contre, je vous rappelle, 300 km en 2004. D'ailleurs, cette dimension de Paris, cette transformation, a été particulièrement visible, commentée, appréciée, célébrée au moment des Jeux Olympiques et Paralympiques par les millions de personnes qui sont venues et les millions de personnes qui ont vu ces transformations et qui parle aujourd'hui de Paris comme le modèle de ville à suivre en ce qui concerne son engagement sur le climat et sur les questions sociales, parce que les questions sociales font partie de l'enjeu climatique. Notre action nous a permis d'atteindre l'objectif de 25% de logements sociaux, alors même qu'en 2001, Paris ne comptait que 13% de logements sociaux. Et je me souviens, puisque comme quelques-uns ici, nous avons une certaine antériorité et une histoire avec cet engagement, je me souviens combien cet engagement a été et est encore décrié, et combien, d'ailleurs, on nous disait en 2014, quand j'ai pris l'engagement de passer à 25% de logements sociaux, que ça allait être impossible et que c'était un objectif dont il fallait se détourner. Fort heureusement, nous ne l'avons pas fait. Je veux là aussi remercier Yann Brossa, qui a été mon adjoint, qui a porté ces politiques à mes côtés, et aujourd'hui Jacques Baudrier, qui les conduit avec autant d'énergie. Donc 25% de logements sociaux aujourd'hui à Paris, 13% en 2001, 2004, c'est le chiffre que j'ai donné. On peut regarder les photos de Paris il y a 20 ans et on peut y voir que nous avons beaucoup progressé. J'en veux pour preuve toutes ces photos qui circulent, y compris sur les réseaux sociaux, des avant-après. On pourrait dire il n'y a pas photo. Mais nous savons qu'il reste beaucoup à faire. Et surtout que nous devons accélérer, c'est ma conviction. Nous ne sommes pas là pour dire ces plans sont le résultat d'un bilan. Bien sûr qu'ils sont le résultat d'une équipe qui, sur le plan politique et avec l'administration, a porté ces transformations qui sont visibles, appréciées et qui font de notre ville un exemple aussi pour beaucoup d'autres grandes villes. Mais surtout, ce que disent ces plans, c'est que nous allons accélérer et changer de braquet, tant sur les questions relatives au climat que, bien sûr, sur les questions relatives à l'urbanisme. Le plan climat 2024-2030 représente une réponse résolue à l'urgence climatique. Il va nous permettre de respecter les accords de Paris, ce qui est quand même la moindre des choses pour la ville dans laquelle a été signé cet accord, d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2050 et de faire en sorte que la population parisienne, je pense particulièrement aux classes moyennes, aux familles, aux plus vulnérables, que cette population parisienne soit protégée. Ce plan, avec près de 500 actions concrètes, est un projet d'envergure qui touche vraiment tous les aspects de notre vie collective, de notre vie municipale. Nous devons répondre à ces crises, parce qu'il s'agit de plusieurs crises, de façon systémique. Et c'est le sens du triptyque de notre plan climat, plus vite, plus local, plus juste. Paris sera plus fraîche grâce à plus d'espaces verts partout dans la ville et grâce aussi à la baignabilité de la Seine dès l'été 2025,
qui a été rendu possible grâce à 2 décisions prises en 2 temps. La première décision, c'était de libérer les berges de Seine des voitures, parce qu'évidemment, si on gardait une autoroute urbaine à cet endroit-là, on ne pouvait pas s'approcher de la Seine et donc il n'était pas question de s'y baigner. Et la deuxième décision majeure que nous avons prise, et Pierre Rabadan a été un acteur essentiel de la transformation de cette décision, faire que la Seine soit baignable, que la Seine s'inscrive dans l'héritage pour Paris des Jeux olympiques et paralympiques par sa dépollution. Voilà ce que nous avons réussi à faire, dépollution, et en même temps, on le verra bien, le bassin d'Austerlitz est aussi un bassin qui nous aide à retenir l'équivalent de 50 piscines olympiques en cas de grosse pluie, c'est-à-dire qu'il joue aussi un rôle dans la résilience par rapport au risque inondation. Paris sera plus respirable. Dans la continuité de nos actions sur le boulevard périphérique et sur la zone à trafic limité, nous réduisons la pollution de l'air liée à la circulation automobile en faveur des vélos et des piétons. Là aussi, soyons clairs. Quand, dès 2001, nous posons comme priorité absolue la diminution de la pollution de l'air, c'est parce que cette pollution est insupportable et qu'elle agit de façon néfaste sur la santé, notamment des plus jeunes et aussi des plus âgés et des publics fragiles. Nous posons cet objectif de diminution du trafic et de la pollution dès 2001. En 2014, je le réaffirme, et nous l'amplifions avec des mesures qui sont des mesures radicales. Et j'en conviens, vous savez, je pense qu'ici, toutes les équipes de ma majorité en conviendront. L'eau tiède, ça marche pas. L'eau tiède, ça marche pas. Ce sont des combats d'une nature, malheureusement, qui amènent effectivement à opposer 2 visions. Et c'est sain en démocratie d'avoir 2 visions. La nôtre est radicalement déterminée par le fait qu'il faut diminuer la pollution atmosphérique. C'est pas fini, même si les cartes que nous avons pu montrer, qui sont les cartes de l'APUR sur la baisse de la pollution depuis 2007, montrent à quel point, quand on agit, ça marche, on réduit la pollution. Et quand on réduit la pollution, on réduit la mortalité, on réduit les maladies. C'est un fait, c'est quelque chose d'évident. Et moi, je vais vous dire, quand, en tant que maire de Paris, en 2014, j'étais amenée à prendre des arrêtés pour interdire aux enfants de jouer dans les cours d'école parce qu'il y avait une pollution trop grande, je me suis dit, c'est pas ça mon rôle de maire. Alors, si mon rôle de maire, c'est de signer des arrêtés pour empêcher les enfants de jouer dans les cours d'école, alors, et que je m'en satisfais, et que j'estime que parce qu'il faut un peu d'eau tiède, et voilà, et puis c'est des combats tellement durs qu'il ne faut pas crisper, etc., etc. Si j'avais pris le parti de mon confort personnel, à ne rien faire, parce que c'est à peu près comme ça que les choses se passent, je n'aurais pas été dans un rôle de maire. Et j'en parle avec mes collègues. J'ai vu comment Sadiq Khan, qui a porté à Londres le même combat que nous, a été élu, réélu, puis réélu une 3e fois, puisqu'il vient d'aborder son 3e mandat, et qu'il a été élu, réélu, en ayant face à lui une opposition d'une virulence inouïe, comme celle que j'ai pu connaître d'ailleurs. Et d'ailleurs, pour cela, nous sommes tous les deux, Paris et Londres, particulièrement engagés pour expliquer comment tenir face à cette adversité. Et ce qui est très intéressant, c'est que Sadiq Khan, à Londres, est rentré exactement par le même sujet que nous. Il est rentré par la question des maladies respiratoires que provoque la pollution. Et il n'a pas lâché. Et il a été élu, réélu et encore réélu. Comme quoi, quand on a des convictions, qu'on les porte et qu'on joue son rôle de maire, c'est-à-dire qu'on est bien là pour veiller aux plus fragiles, aux familles, aux enfants, alors
on est dans son rôle, et quand on agit, ça marche. Donc Paris est déjà plus respirable. D'ailleurs, ça a été un constat fait par les millions de visiteurs cet été, mais il le sera encore plus. Et dans la continuité, donc, toutes les actions que nous conduisons sur le boulevard périphérique, sur la zone à trafic limité, nous allons continuer à réduire la pollution et donc la circulation automobile, qui est la principale cause, et donc à ouvrir encore plus d'espaces sécurisés pour les vélos et pour les piétons. Paris sera aussi plus résiliente. Nous visons 100% d'énergie renouvelable avec Danlert, et c'est un objectif ambitieux. Là aussi, pas d'eau tiède, pas d'eau tiède. Il n'y a pas le choix, il faut accélérer. Il y a une urgence telle qu'on ne peut pas se dire « Ah, ménageons les intérêts de ceci, de cela ». Mettons-nous bien avec tel et tel média, avec tel et tel, pour passer à travers les gouttes. Je vous le dis, ça n'existe pas. Je ne connais pas un grand-maire d'une grande ville dans le monde qui fait de son mandat quelque chose qui passe entre les gouttes. Ça ne marche pas. Un maire, ça assume. Ça assume, ça dit, ça avance, ça agit, ça s'explique. Et ça accepte le risque de remettre en cause son mandat. Mais moi, je constate que tous les grands maires dans le monde qui agissent de cette façon-là, eh bien, sont élus et réélus, et parfois même réélus. Donc Paris sera plus résiliente, puisque nous visons 100% d'énergie renouvelable en sortant du charbon, du fioul, puis de toutes les énergies fossiles à Paris, et en baissant les consommations d'eau du territoire parisien, car oui, nous voulons sortir et nous sortirons des énergies fossiles. Nous massifierons également la transformation environnementale des bâtiments publics comme privés grâce aux programmes sur lesquels nous travaillons, Éco-Rénovons Paris Plus ou la rénovation énergétique de toutes les crèches et des écoles parisiennes d'ici 2050, cher Patrick Bloch, et bien sûr sur Éco-Rénovons Plus avec Jacques Baudrier que j'ai cité tout à l'heure. Toutes ces transformations nécessitent un cadre ambitieux de nos politiques d'urbanisme parce que évidemment que ça s'inscrit dans le territoire et dans la façon dont on dessine ce territoire et dont on lui donne des perspectives d'évolution. Alors, notre PLU actuel, qui datait de 2006, et j'ai souvenir ici avec d'autres de la discussion qui avait eu lieu en 2006, même si après 2006, notre PLU a connu un certain nombre d'ajustements, notre PLU devait bien sûr se mettre en rapport complet, s'aligner avec les objectifs et du plan climat, lequel plan climat est aligné sur les objectifs de l'accord de Paris. Ce plan d'urbanisme bioclimatique réussit l'exploit de redéfinir les règles d'urbanisme parisien afin de le rendre plus durable, tout en restant fidèle aussi, bien sûr, à notre histoire et à notre patrimoine qui nous importe tant, que nous avons là aussi magnifié, réparé, dans lequel nous avons beaucoup investi, et ça s'est vu là aussi et reconnu pendant les Jeux olympiques et paralympiques. Ce plan local d'urbanisme fixe des priorités ambitieuses et introduit de nouvelles dispositions. Grâce à ce plan, nous réduirons massivement notre empreinte carbone avec une priorité absolue qui est donnée à la réhabilitation et à la transformation de l'existant. Nous étions déjà depuis plusieurs années dans cette idée de construire sur la ville, fabriquer à partir de l'existant. Là, nous donnons une traduction réglementaire à partir de ce plan d'urbanisme bioclimatique et de cette loi, puisque le PLU est une loi municipale. Ce plan permettra de préserver et de développer, bien sûr, la nature dans la ville, notamment, cher Christophe, en sanctuarisant des espaces verts protégés, en préservant les arbres remarquables, qui de fait le sont déjà,
puisque nous avons un service de l'arbre qui, depuis déjà longtemps, a attribué une identité et une carte d'identité à chaque arbre parisien, et notamment, bien sûr, aux arbres remarquables. Mais là, nous augmentons le niveau de protection en les inscrivant dans cette réglementation, dans cette loi qu'est le plan local d'urbanisme, et en ouvrant aussi, cher Christophe, 300 hectares de nouveaux espaces verts au public. Et cette idée doit aussi s'accompagner de ce que nous avons appris, notamment à l'occasion du Covid et du confinement. La nature ne peut pas être enfermée dans des enclos dans la ville. La nature, elle doit être accessible, elle doit être en porosité avec les habitants, sinon ça ne sert à rien. Le naturalisme, c'est quelque chose de très important, et la pensée naturaliste, évidemment, est une pensée qui a permis de protéger beaucoup de grands espaces partout sur la planète. Mais là, il s'agit d'espaces dans lesquels on doit organiser et permettre la porosité, le passage du minéral au végétal, permettre aux urbains que nous sommes de pouvoir accéder sans que la nature soit enfermée dans des enclos. Nous n'avons pas à protéger la nature contre les humains que nous sommes, nous avons à organiser cette meilleure porosité entre la nature et les humains que nous sommes, parce que nous l'avons vu au moment notamment du Covid et du confinement, on ne pouvait pas aller dans des espaces clos, ça nous était interdit d'aller dans les parcs et jardins, et on a connu l'aberration de cette période où les gens étaient agglutinés. Je me souviens le jardin Élie Wiesel dans le 3e arrondissement, Square du Temple, autrement nommé, où les familles étaient agglutinées avec les enfants devant les grilles, et nous n'avions pas le droit d'aller dans le jardin. Voilà, c'était quand même une aberration. Elle doit nous faire réfléchir. Ce sont des expériences qui doivent nous amener évidemment à avoir une autre relation à la nature. Nous adapterons Paris au réchauffement climatique tout en conservant et en préservant son patrimoine. Et nous savons le faire, comme le montrent les projets très consensuels, pourtant très radicaux, disons-le, autour de Notre-Dame ou de la place de la Concorde, que j'ai pu conduire avec toutes les équipes ici. Aussi, il est essentiel de loger à des prix abordables celles et ceux qui font vivre Paris. Je le redis, Paris n'est pas simplement une ville qu'on traverse très vite d'un point A à un point B en voiture. Paris est une ville dans laquelle on vit, dans laquelle on va à l'école, dans laquelle on fait ses courses, dans laquelle on se promène, dans laquelle vivent des gens très différents. Et il faut nous permettre de permettre à ces populations de vivre à Paris. Et nous savons que le principal frein est lié au marché de l'immobilier, à l'augmentation des prix et au travail très destructeur de logements que les plateformes, et je pense bien sûr à Airbnb, ont induit dans notre ville. Je remercie les parlementaires, notamment Rémi Féraud ici présent, qui portent ces questions avec beaucoup de détermination, notamment au Sénat, et nous pouvons espérer quelques victoires pour empêcher la prédation de plus de logements qui pourraient être mis sur le marché locatif et qui sont aujourd'hui extraits et qui ont une incidence directe sur les coûts de l'immobilier dans notre ville. J'en profite pour dire, parce que hier vous avez peut-être vu dans un journal qui s'appelle L'Opinion une information disant que l'encadrement des loyers, ça serait fini à Paris. C'est une fake news, hein, d'accord ? C'est une fake news, hein. Il n'en est rien. Le Conseil d'État n'a jamais annulé cette mesure. Donc je me permets de le dire ici parce que, évidemment, comme beaucoup, j'ai été très surprise de voir cela écrit dans un journal sérieux. Donc c'est une fake news, hein. Et pour agir sur le marché de l'immobilier, nous avons cet outil
qui s'appelle l'encadrement des loyers et qui fonctionne et qui continuera à fonctionner et que nous allons évidemment demander au gouvernement de poursuivre puisque c'est 2026, je crois, à la fin de la mise en œuvre de l'expérimentation dans laquelle nous, comme Lille et je crois quelques autres villes, nous nous sommes inscrits. Donc, nous allons tout faire pour qu'on puisse se loger à des prix abordables et c'est pour cela que nous avons mis en place des règles innovantes comme une mixité fonctionnelle et le pastillage des immeubles. Le pastillage existait déjà, hein, on l'avait déjà très largement utilisé dans le PLU de 2006 et dans les révisions que nous avions faites du PLU. Et là, nous réutilisons bien sûr ce pastillage, mais nous allons aussi sur cette mixité fonctionnelle, c'est-à-dire qu'un immeuble puisse avoir plusieurs fonctions. Ça, c'est vrai que le PLU précédent ne le permettait pas. Et là, nous le rendons possible avec notamment la possibilité de faire dans un même immeuble des bureaux et du logement. Et d'ailleurs, dans un certain nombre d'immeubles existants de grande hauteur, c'est aussi un élément pour récupérer l'énergie, pour ne pas perdre de l'énergie, que de pouvoir avoir des mixités fonctionnelles dans les immeubles d'habitation ou de bureaux qui seraient exclusivement aujourd'hui dédiés à cela. Certains crient à la catastrophe sur ce pastillage et nous accusent d'ailleurs de menacer l'emploi, réclamant des dépastillages, sans pour autant proposer beaucoup d'alternatives à la question du logement abordable. Ce sont les mêmes d'ailleurs qui demandent plus de logements pour les soignants, les enseignants, les policiers, qui dénoncent d'ailleurs à juste titre, hein, il y a des difficultés de recrutement dues au manque de logements accessibles. Alors, on peut soulever des problèmes, être dans la dénonciation et ne pas proposer de solution. Nous observons les problèmes, nous dénonçons là où il faut, quand telle ou telle autorité ne nous accompagne pas tout en ayant identifié le même problème que nous. Mais la différence, c'est que nous apportons des solutions. Vous me direz, c'est le rôle d'un maire. Un maire, ça apporte des solutions. Donc nous apportons des solutions et je suis vraiment ouverte à ce qu'on vienne m'expliquer d'autres solutions. Mais dans la discussion très longue qu'il y a eu sur ce PLU et dans l'enquête publique très longue qu'il y a eu aussi et qui a conclu à la validation de nos propositions de PLU, je n'ai pas vu de solution alternative. Et pourtant, il y a eu des milliers de contributions. Mais je n'ai pas vu de solution alternative. Alors oui, nous assumons là aussi, parce qu'il y a des choses qu'il faut assumer et c'est politiquement et démocratiquement important d'assumer nos différences, de les respecter, de ne pas s'insulter. Il n'y a pas de mal à penser différemment, c'est le propre d'une démocratie. Mais nous assumons, nous, de défendre depuis toujours la mixité sociale, aujourd'hui la mixité fonctionnelle, et de vouloir rééquilibrer encore et toujours l'Est et l'Ouest, Paris et aussi ce que l'on appelle encore sa banlieue. Cela passe, je l'ai dit tout à l'heure, par un encadrement renforcé des meublés de tourisme pour préserver l'avenir de notre ville. Barcelone est allée très loin sur ce sujet-là, notamment. Il y a des villes qui nous inspirent et nous sommes fiers de nous battre pour les catégories populaires et les classes moyennes qui ont besoin de logements abordables. C'est ce que nous faisons. Et d'ailleurs, je crois que souvent, ils nous en sont grés. En tous les cas, j'en veux pour preuve lorsque nous inaugurons ces logements sociaux, que ce soit il y a déjà quelque temps à la caserne de Reuilly, Madame la maire du 12e, que ce soit à l'ancienne caserne des Minimes ou dans bien d'autres endroits, les personnes qui arrivent dans ces logements avec leurs enfants, puisque nous avons vraiment privilégié le logement familial, nous disent combien leur vie a changé grâce à cette politique en matière de logement. Je suis fière d'ailleurs que
tous ces plans que nous présentons aujourd'hui soient le fruit de grandes concertations et aussi d'un travail de co-construction que nous avons engagé dès 2020 avec toutes les parties prenantes, c'est-à-dire les élus, les habitants, les entreprises, les associations, les experts, et aux différentes échelles de notre territoire jusqu'au quartier, et bien sûr avec des concertations à l'échelle de Paris. Le nouveau plan climat, pour la première fois, se décline en 17 volets locaux, co-conçus avec les mairies d'arrondissement pour répondre aux priorités locales, parce que les arrondissements sont différents. Ce document est le fruit d'une large participation citoyenne depuis 2007, qui mobilise les Parisiennes et les Parisiens, les associations, les entreprises, ainsi que, depuis 2020, l'Assemblée citoyenne et, encore avant, le Conseil des générations futures. La concertation a également été centrale pour le plan local d'urbanisme, avec 50 000 propositions de Parisiennes et de Parisiens, 50 réunions publiques, 180 ateliers et une enquête indépendante qui a recueilli 14 000 contributions. C'est dire si le travail a été large et partagé à Paris. Depuis le vote de juin 2023, les avis des autorités publiques et environnementales ont été recueillis, suivis d'une enquête publique menée par une commission indépendante qui, elle aussi, a rendu un avis favorable unanime. Ces avancées n'auraient pas été possibles, et je l'ai dit précédemment, sans tout l'engagement des personnes que j'ai saluées. Je tiens aussi à remercier dans l'administration la direction de l'urbanisme, mais aussi la DTEC que nous avons créée, chère Marie, et qui œuvre depuis 4 ans à l'aboutissement de ces plans. Et la DTEC qui va être aussi avec aujourd'hui sa directrice Pauline Lavaux. Je vais peut-être encore me faire sanctionner parce que je nomme trop de femmes. Non, ça va être bon. Donc la DTEC qui œuvre sur l'aboutissement de ces plans va aussi se doter d'outils d'évaluation plus importants. Nous l'avons fait par exemple avec le bulletin météo du périphérique qui nous permet notamment de voir ce qui se passe. Nous allons le faire aussi en nous dotant de capteurs beaucoup plus nombreux et installés sur tout le territoire concernant la pollution de l'air sur Paris. Mais je tiens aussi à remercier l'APUR avec Alexandre Labas et ses équipes, sans qui nous ne pourrions pas penser chaque jour à des politiques ambitieuses sur notre territoire. Merci à tous les maires d'arrondissement, majorité comme opposition, qui ont construit ces plans avec nous. Merci bien sûr à la majorité municipale d'avoir su porter ces débats de façon extrêmement constructive. Merci au président des groupes de ma majorité, cher Rémi Féraud, président du groupe Paris en commun, avec l'ensemble des élus du groupe qui ont porté et participé de façon très active. Merci bien sûr à Fatoumata Koné et à son groupe. Merci à Raphaël Primet et Yann Brossa, qui ont aussi contribué à ce travail collectif, sans oublier le président de la 5e commission, M. Meunier, mais que je ne vois pas dans nos rangs. Enfin, merci à tous les professionnels et aux associations pour leur immense travail. Je suis convaincue qu'avec ces 2 projets, Paris va pouvoir faire face aux défis du changement climatique et aux enjeux sociaux qui se posent à nous. Nous devons continuer d'agir avec courage, avec conviction, avec responsabilité, avec détermination. Nous devons accepter parfois de prendre le risque pour le maire de l'impopularité, de la controverse, de la contradiction. La meilleure récompense, c'est lorsque les citoyens viennent vous dire finalement, on était contre, mais franchement, vous avez eu raison de ne pas nous écouter. C'est souvent ce qu'ils nous disent, parce qu'il y a quelque chose de très fort à Paris avec cette population parisienne, c'est qu'il y a vraiment une honnêteté intellectuelle qui fait que les gens, même si à un moment donné expriment, et parfois avec beaucoup de vigueur, leur opposition,
viennent vous dire quand cela a été réussi, et c'est souvent le cas. Les témoignages que j'ai directement pendant les Jeux, après les Jeux et partout où je me déplace sont quand même des témoignages particulièrement importants. Alors bien sûr, ce ne sont pas des gens qui vont vociférer, faire des manifestations, mais il faut savoir pourquoi on travaille, comment on travaille, le faire sérieusement. Et c'est ce qu'a fait cette équipe. Voilà, cette équipe très très large. Et je veux vraiment la remercier. J'en suis très fière. Je vous assure que partout dans le monde, les autres grandes villes nous prennent comme exemple. Et si nous n'avions pas tenu sur ces objectifs climatiques et avec leur traduction dans des plans comme notre plan d'urbanisme, eh bien, le constat qui aurait été fait, c'est que Paris, la ville de l'accord de Paris, aurait baissé les bras. Ça ne pouvait pas être Paris. Paris ne baisse jamais les bras. Paris ne met jamais un genou à terre. Et Paris est toujours engagé dans les grands défis humanistes, parce qu'il s'agit de cela, les grands défis humanistes du siècle et que porte aujourd'hui la planète. La course contre la montre est lancée. Chaque jour compte pour limiter l'ampleur du dérèglement climatique, pour améliorer le quotidien des Parisiennes et des Parisiens. C'est pourquoi je vous invite, chers collègues, à discuter de ces deux projets avec l'ambition qu'ils méritent et avec la hauteur de vue qu'ils méritent. Pas besoin de petits calculs politiciens, pas besoin. De toute façon, personne ne survivra si nous ne faisons pas le job maintenant. Donc il faut faire le job. Voilà. Et pas besoin de petits calculs. On peut opposer des visions différentes et je suis très respectueuse de cela. Mais après, en démocratie, il y a des règles, il y a une majorité, une opposition. Il y a heureusement des rapprochements qui peuvent se faire et qui se font, heureusement. Mais il y a quelque chose que, ici, nous n'accepterons jamais, c'est de faiblir par rapport à cette urgence climatique et sociale qui est la condition et le marqueur du mandat que nous ont donné les Parisiens et de notre responsabilité. Donc derrière les sigles, derrière les complexités, la technicité de ces plans, nous parlons avant tout de vie quotidienne des Parisiennes et des Parisiens et de leur capacité à bien vivre aujourd'hui et demain dans notre ville. Paris s'adapte, Paris se transforme. Alors construisons ce Paris de demain grâce à ces deux plans fondamentaux que nous avons élaborés et qui vont être discutés et, je le souhaite, votés très très largement aujourd'hui même. Merci à vous.